Bonjour à tous. Le webinaire va maintenant débuter. À toi, Pierre-Marie. Merci Fatma, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire Management de la qualité organisé dans le cadre des matinales de la compétitivité. Avant de passer la parole à nos interlocuteurs, je vous fais un bref rappel de 30 secondes sur qui on est et pourquoi on le fait. Bon, vous nous connaissez, hein, vous êtes tous adhérents de l'ARIA. On a 217 adhérents, on est une asso loi 1901 et notre but c'est la compétitivité de vos entreprises. Et donc pour ça, derrière ça, c'est conserver l'emploi dans la région et le développer. Pour ça, on s'entoure d'un réseau d'experts. Ce réseau d'experts intervient ce matin lors de matinale de la compétitivité, donc Daphné Baron et puis Amaury Cornillo. Daphné a travaillé chez 3M en tant qu'ingénieur industrialisation, ingénieur qualité et puis responsable qualité également sur les marchés aéro, auto et industrie au global. Et puis elle a également été directrice qualité France et Maroc pour MS Composite. Amaury a travaillé dans l'industrie automobile chez un équipementier de rang 1 en tant qu'ingénieur HSE. Et puis ensuite, Amaury a été consultant HSE pour la Fédération de la qualité QHSE, pour la Fédération de la plasturgie. Et puis ensuite, responsable des prestations QHSE dans cette même fédération. Depuis 2014, Amaury est au GPA, Groupement Plasturgie Automobile, avec lequel on travaille sur ces sujets-là. Les matinales de la compétitivité donc, ont pour but de vous aider à mieux comprendre certains sujets. Et sur ces sujets, on a abordé hier le lean management qui était très, très intéressant avec l'intervention de Philippe Delavier d'Industriel. Et donc, ce matin, c'est Daphné et Amaury qui interviennent. Je vous laisse la parole. À vous. Bonjour à tous. Donc, Amaury Cornillo, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Daphné sur le management de la qualité. Parler du management de la qualité, c'est un grand basique. On parle de qualité, de système de management de la qualité depuis bien longtemps. Le début des années 80, on en parlait déjà. L'idée, c'est pas d'enfoncer des portes ouvertes sur qu'est-ce que le management de la qualité, mais c'est plutôt de faire un point sur qu'est-ce que recouvrent les exigences de mise en œuvre d'un système de management de la qualité, quels sont les grands concepts qui nous sont imposés finalement aujourd'hui et essayer de prendre du recul ensemble sur ce qu'on pourrait finalement optimiser et comment, si je puis dire, transformer un peu une contrainte en opportunité de bon fonctionnement pour les entreprises. Voilà ce qu'on vous propose un petit peu avec Daphné ce matin, où je vais vous faire une rapide introduction et surtout on va essayer de vous mettre en avant des optimisations de concepts qualité, des optimisations de bon fonctionnement vis-à-vis d'exigences qui sont parfois peut-être perçues comme des contraintes, se dire que finalement, comment de cette contrainte peut naître une réelle opportunité, une réelle optimisation de fonctionnement des entreprises. Je pense qu'un bon nombre d'entre vous sont convaincus du principe et des bienfaits de la qualité, sinon vous ne seriez pas responsable qualité ou ingénieur qualité, comme on a pu le voir dans l'auditoire aujourd'hui. Néanmoins, toujours intéressant de se dire comment on peut reprendre à bras le corps le système et essayer d'optimiser certains modes de fonctionnement pour que on ne soit pas finalement dans la course au bout de papier pour aller faire plaisir aux clients parce qu'on est contraint sur le sujet, mais plutôt aller chercher des bénéfices de fonctionnement. Donc voilà, si je reprends un petit peu le point de départ pour planter le décor, qu'est-ce que le management de la qualité? Vous le savez tous, mais qui dit système de management dit structuration des pratiques finalement de l'entreprise. Et un SMQ, ce n'est que de la formalisation des bonnes pratiques de l'entreprise. Ça doit être la visée première d'un système de management de la qualité. Quelle que soit la pression, la motivation à déployer un système de management de la qualité, le but premier, c'est que normalement, un SMQ, c'est un outil. Fatma, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Donc voilà, le but d'un SMQ, c'est bien capitaliser ces bonnes pratiques. Un SMQ, c'est un outil méthodologique. Ça va être étendu et plus ou moins formalisé par entreprise en fonction de vos tailles, de votre activité, du référentiel auquel vous souhaitez vous adosser peut-être pour aller vers une certification, mais on peut très bien parler de système de management de la qualité sans être certifié. Le système de management de la qualité, en fin de compte, le but, c'est de structurer sa démarche pour qu'à la fin, on ait un bon produit vendable, optimisable.
On ne parle pas de faire de la surqualité. Le but, on est des industriels, on n'est pas là pour faire pousser des fleurs. La qualité, ça va juste contribuer au fait qu'on puisse finalement avoir la meilleure voie pour le business. Un produit qui répond à une exigence, qui se vend de manière rentable finalement. Donc, c'est ça les visées d'un système qualité. Et si en interne, chez vous, on perçoit autrement le système qualité, c'est qu'on commence à avoir un problème. Parce qu'on peut nous parler du bénéfice de l'amélioration continue. Slide suivante, s'il te plaît, Fatma. On peut nous parler du bénéfice de l'amélioration continue, hein, dire PDCA à toutes les sauces en sautant sur une jambe. Le principe de base, c'est quand même que si on parle d'amélioration continue, c'est que ça apporte quelque chose à l'entreprise. Et qu'un SMQ, c'est vraiment un outil structurant. Donc, je pense que les responsables qualité que vous êtes, par exemple, dans l'auditoire, en sont convaincus. Qu'en est-il de vos responsables de processus? Est-ce qu'aujourd'hui, le SMQ, c'est vu comme un outil, une brique fonctionnelle de mon métier quand je suis pilote de processus, ou est-ce que c'est vu comme une contrainte, avec, excusez-moi du terme, peut-être un responsable qualité ou un ingénieur qualité qui est considéré comme un empêcheur de tourner en rond? C'est là toute la difficulté de la mise en œuvre d'un système qualité et de donner du sens à cette pratique qualité. La qualité, on y est tous obligés. Aujourd'hui, je veux être dans l'automobile. Si je suis rang 1, rang 2, si je ne suis pas certifié IATF, pas de business. Donc, le passage est obligé pour tout le monde. Maintenant, est-ce qu'on doit faire rentrer l'entreprise dans le moule de cet assommoir qui est l'IATF ou de manière plus réduite la 9001, ou est-ce qu'on doit réfléchir à nos pratiques pour atteindre ces exigences et optimiser nos pratiques? C'est tout l'enjeu de cette dynamique-là. Malheureusement, des témoignages que je peux voir, et Daphné en parlera aussi par la suite, on est souvent dans une dynamique de fuite en avant pour respecter les exigences d'un référentiel, pour faire la course malheureusement au bout de papier. La présentation de ce matin va être vraiment pour faire un focus sur certaines exigences et ce qu'elles peuvent apporter à l'entreprise et apporter un peu plus que je dois respecter en toute conformité le point 9.2.1 de l'IATF ou le chapitre 8.4 de l'ISO 9001. On doit être dans une dynamique supérieure à ça si on veut réellement revenir au sens fondamental d'un SMQ et dégager réellement de l'amélioration continue. Si tu veux bien passer à la slide suivante, Fatma, s'il te plaît. Donc ici, la fameuse route des mines qu'on a vu passer rapidement, mais le SMQ, finalement, ce n'est juste un moyen de bâtir les bons standards pour reproduire les bonnes pratiques. Je pense encore une fois qu'on enfonce un peu des portes ouvertes ici, mais concrètement, le SMQ, ça doit être les fondations de toute la dynamique de l'entreprise pour mettre sur le marché un produit qui se vend et qui se vend bien. Si c'est perçu autrement dans l'entreprise, c'est là où on va au-delà de graves déconvenus. Donc, ici, si on passe en revue pourquoi aujourd'hui on fait un système de management de la qualité, il y a plusieurs animations, hein, si tu veux bien les sortir au fur et à mesure, Fatma. On a plusieurs pressions et motivations qu'on connaît. Vas-y, fais-les dérouler. Mais la principale pression majeure qu'on a, c'est bien celle qui est en rouge, c'est le client. Hein, c'est ce que j'évoquais. Aujourd'hui, pas d'IATF quand on est rang 1, rang 2 de l'automobile, pas de business. On n'a même pas à aller chercher plus loin. Alors cette pression, cette contrainte et les autres pressions qu'on peut avoir, hein, finalement, qui sont des pressions, des motivations pour structurer le SMQ, font ces dernières années qu'on est un peu dans la fuite en avant et que finalement on va aller chercher le bout de papier, mais est-ce qu'on a raisonné et pris suffisamment de recul pour optimiser nos démarches? C'est tout l'enjeu de cette dynamique. Et finalement, l'enjeu de tout ça, c'est de réfléchir à la mise en œuvre de son SMQ pour, slide suivante, s'il te plaît. On avance. Pour aller dans l'optimisation du fonctionnement du système de management. Hein, je vais employer le terme usine à gaz, mais bien souvent, c'est ça. On est dans la fuite en avant. Le client m'a mis le couteau sous la gorge pour être IATF si je veux recevoir les prochaines RFQ. J'y étais pas, j'ai temporisé depuis un petit moment, j'étais que 9001, maintenant il veut que je sois IATF. Et puis on a fait le passage en force pour y aller, et puis on a fait du mot à mot peut-être par rapport à la norme pour construire nos processus et nos modes de fonctionnement. Et puis finalement, est-ce que ces modes de fonctionnement, quand on est dans du ligne à ligne par rapport à l'IATF, sont fonctionnels, respectent la vie de mon entreprise, respectent les pratiques de l'entreprise? Bien souvent non. Et on arrive à un système
où on est obligé de le dépoussiérer 3-4 semaines avant l'audit. Notre bon vieux responsable qualité et les ingénieurs qualité font les bonnes feuilles de lecture pour qu'on puisse passer l'audit sereinement pour avoir le bout de papier. Et puis, une fois que l'auditeur est reparti, on apparaît au plus pressé, on a eu notre bout de papier, on a quelques non-conformités, mais le château de cartes s'effondre par la suite. Alors que si on prenait un peu plus de temps, c'est vrai, il faut du temps, pour construire sa démarche en cohérence avec le fonctionnement de l'entreprise, on peut avoir quelque chose qui se transversalise au mieux dans l'entreprise et qui aide l'entreprise à fonctionner. C'est ce qu'on vous propose de découvrir par la suite. Fatma, slide suivante. Excuse-moi, Maury, je reprends la main une seconde. Donc, si je synthétise ce que tu viens de dire, c'est reprendre la main en réfléchissant, c'est-à-dire pas faire du mot à mot, ne pas bêtement avoir quelqu'un qui le fait à sa place et puis attendre, mais c'est vraiment, pour éviter la fuite en avant, se poser et puis finalement y aller. C'est ça? Le maître mot, hein, et je pense que c'est un peu ce qu'on va rabâcher avec Daphné, c'est prendre du recul. On est sous pression pour aller dans une dynamique de construction d'un système de management de la qualité. Maintenant, évitons de le construire en parant au plus pressé, prenons un peu de recul pour harmoniser nos pratiques et surtout pour que la qualité diffuse dans chacun des processus. Quand on est dans cette dynamique de fuite en avant, en général, la qualité, malheureusement, ne va reposer que sur les qualiticiens et n'est plus internalisée comme une fonction à part entière du métier. Et c'est là, finalement, l'art du sujet. Si on veut que le système qualité fonctionne et apporte quelque chose à l'entreprise, plus difficile, c'est de faire comprendre qu'à tout à chacun, il y a un job qualité dans son processus. La qualité, c'est l'affaire de tous. D'accord. J'en profite juste une slogan de l'AFNOR dans les années 80, ce que tu nous sors là, mais ça reste une réalité si on veut bien fonctionner, quoi. Pour ceux qui nous ont rejoints un peu sur le tard, j'en profite pour vous dire que vous pouvez lever la main pour prendre la parole si jamais vous souhaitez intervenir pour que ce soit davantage interactif. Je vous remercie. Je te laisse continuer, Arnaud. Pas de souci. Donc oui, la qualité, ça recouvre un grand nombre de concepts, un grand nombre d'exigences. Pour aller vers la certification, on doit passer par des portes obligatoires finalement, hein. C'est un peu le slalomeur qui va s'obliger à passer dans sa direction sur telle ou telle porte, et ces différentes portes recouvrent des concepts, recouvrent des mises en œuvre différentes, le fonctionnement en processus et les interactions, le fonctionnement des audits internes, la logique de résolution de problèmes, l'harmonisation de la métrologie, qui doit être un sujet qui a été abordé dans les webinaires précédents cette semaine, me semble-t-il. Le management de la qualité, ça va jusqu'au la recherche de l'efficience, avec le lean manufacturing qui a dû être abordé hier, me semble-t-il. On a énormément de concepts dans la qualité. On ne peut pas faire feu de tout bois, on ne pourra pas optimiser le fonctionnement de toutes ces portes qualité. Par contre, dans la stratégie de l'entreprise, il s'agit d'identifier quels seraient les meilleurs outils, les meilleures solutions pour optimiser mon fonctionnement. Et donc, ce qu'on vous propose avec Daphné, c'est d'illustrer, me semble-t-il, 4 exemples. Fatma, si tu veux bien passer la slide suivante. Parler, moi, aujourd'hui, de l'exigence de l'IATF ou de l'ISO 9001, hein, parce que certains d'entre vous sont peut-être pas IATF aujourd'hui. Ça reste la 9001 comme l'IATF, c'est Bible pour être certifié en termes de qualité avec un certain nombre d'exigences. Si on fait un focus sur un concept, une exigence, ici l'audit interne, les référentiels qualité nous obligent à structurer notre dynamique d'audit interne. Le principe de l'audit interne, c'est cette aptitude à faire de l'autocontrôle sur la conformité de mon système aux exigences d'une norme et surtout à sonder mes pratiques en entreprise pour pouvoir si la mise en œuvre et le fonctionnement de mon système qualité est cohérent vis-à-vis de cette conformité à la norme, mais aussi cohérent par rapport aux pratiques de l'entreprise. C'est ça le fond même, normalement, de l'audit interne. Alors, c'est un passage obligé. On doit planifier des audits. On doit avoir revu l'ensemble du système de management qualité sur un cycle de 3 ans. On nous impose un fréquentiel, on nous impose une dynamique. Et malheureusement, quand on est dans cette logique de la fuite en avant autour du système, ce qu'on peut constater, c'est que oui, on a un planning d'audit, oui, on le respecte tant bien que mal, avec une population d'auditeurs qui est parfois réduite, parce que être auditeur interne, c'est une charge supplémentaire, donc on n'a pas forcément beaucoup de volontaires dans cette dynamique-là. Et puis, quand ça devient une obligation qualité, malheureusement, le profil de mes auditeurs internes tourne souvent autour des qualiticiens. Donc, on va retrouver le responsable qualité qui va auditer une partie des processus, on va retrouver peut-être des ingénieurs qualité
produit pour auditer une partie système. On va essayer de respecter la pseudo-impartialité qui est demandée dans le référentiel. Néanmoins, on va voir que dans cette fuite en avant va s'installer une certaine routine dans le déploiement des audits internes avec des questionnaires qui sont de plus en plus préétablis. Et puis au bout d'un moment, l'audit interne, entre auditeur et audité, bah, tout le monde connaît les questions, tout le monde connaît les réponses à apporter, on se dit bonjour, au revoir. Et là, on n'est pas vraiment dans une dynamique où on détecte de l'amélioration potentielle. Et donc, finalement, l'audit devient une contrainte supplémentaire, un passage obligé. Bon, ben, on va la faire, mais est-ce que ça nous apporte quelque chose? Parfois, on s'enlise dans cette dynamique-là. On peut aujourd'hui, slide suivante, s'il te plaît, Fatma, on peut aujourd'hui se dire qu'en prenant du recul sur le système d'audit interne, on peut aider à faire mieux vivre le système de management de la qualité, avec une approche qui est déjà d'augmenter le nombre d'auditeurs si on a une population d'auditeurs réduite, pousser à avoir des volontaires, mais pour donner du sens à la pratique. C'est vraiment le nerf de la guerre quand on parle de la qualité, cette notion de sensibilisation. Si on veut que les gens fassent leur job en qualité, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent agir de telle manière dans le système. Donc c'est donner du sens, sensibiliser les gens. Et l'audit interne doit permettre cette logique-là. Donc l'audit interne ne doit pas être juste une fonction de qualiticien, mais il faut mieux chercher à avoir des profils variés pour aussi apporter un œil extérieur sur le fonctionnement des processus. Si tu peux dérouler l'animation suivante. Quand on est dans une dynamique d'accompagnement et à restructuration de l'audit interne, les gains qu'on peut apporter, le premier, je pense que c'est une réelle transversalisation de la dynamique qualité dans l'entreprise. Et que par la refonte de ces audits internes, on va finir par intéresser les pilotes de processus à ce qui se passe en dehors de leur processus. Quand je vais, moi, responsable de production, aller auditer mes collègues du BE, je vais mieux comprendre les interfaces qu'il y a entre le processus conception-développement et le processus mise en œuvre et fonctionnement autour du produit. Et là, cette mise en lumière, elle est sacralisée par l'audit interne. Et quand on arrive dans cette dynamique-là, je vous garantis qu'en tant que responsable qualité, vous avez nettement moins de boulot à jouer le garde-chiomme pour que tout le monde fasse sa petite fonction qualité dans l'entreprise. Ouvrir l'audit interne aux pilotes de processus, transversaliser un maximum cette dynamique de l'audit interne, c'est un investissement en temps, mais par la suite, c'est un réel gain de temps parce qu'on aura fluidifié les interactions entre les processus. Et si je prends un cas d'une entreprise que j'ai accompagnée récemment sur ce sujet-là d'une 50aine de personnes, on a diminué en 2 ans les non-conformités, les écarts internes qui étaient liés uniquement à de l'incompréhension des interactions entre les processus. Donc il y a vraiment un gain à aller chercher et l'audit interne, c'est le meilleur outil de sensibilisation et de transversalisation du SMQ pour que chacun ait conscience de son rôle, sa responsabilité et de sa part de job qualité. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, à mon avis, en entreprise. Alors, je connais pas vos entreprises aujourd'hui, je connais pas tous les profils, même si certains d'entre vous me connaissent pour certains accompagnements que j'ai pu faire ou des formations qu'on a pu faire ensemble. Mais il y a toujours des choses à gratter potentiellement. Peut-être que vous êtes 3 étoiles dans la gestion de vos audits internes, mais ce concept-là, malheureusement, est de plus en plus oublié. Si on cherche même à aller plus loin en termes d'audit interne, on peut penser, quand on fait par exemple partie d'un groupe, au croisement des audits pour sortir de sa zone de confort, sortir de son site et aller voir sur l'autre site d'un même groupe. Ou même, on peut parler d'organisation d'audits croisés entre des entreprises totalement différentes. C'est des choses qu'on pourrait se voir proposer au sein de l'ARIA, par exemple, de faire un pôle d'auditeurs, les mettre sur un même niveau de connaissance et de compréhension de la norme, et pourquoi pas faire des croisements profitables entre même des secteurs différents. Vous êtes tous de l'auto, mais je vous garantis qu'un auditeur qui vient de l'emboutissage aurait tout intérêt à aller voir ce qui se passe dans une dynamique chez un plasturgiste pour aussi prendre du recul et s'imprégner des bonnes pratiques. Et là, quand on est dans l'audit croisé, on bascule même sur le côté win-win entre auditeurs, l'intérêt de l'auditeur et l'intérêt de l'audité pour avoir ce point de vue extérieur des choses. Donc, si je prends ce concept-là de l'audit interne, on a quand même pas mal de choses qu'on peut faire sur le sujet. Slide suivant. Autre sujet qu'on pourrait aborder, c'est la problématique de l'audit fournisseur. L'audit fournisseur, ici, c'est pareil, je vous mets l'exigence de l'IATF.
La 9001 n'oblige pas aujourd'hui à faire de l'audit fournisseur, la mentionne comme un outil de maîtrise de ses fournisseurs. L'IATF nous dit que c'est quand même un sacré bon outil, notamment pour la sélection des fournisseurs, le suivi, le management de la performance qualité des fournisseurs, pour auditer un produit ou auditer un process. C'est un outil qui existe, c'est un outil qui est peu déployé, parce qu'on a peu de moyens, encore une fois, avoir des auditeurs qu'on est en capacité de dépêcher ces fournisseurs, ça demande du temps. Le temps, c'est de l'argent, vous le savez aussi, et chacun, encore une fois, a sa fonction. On ne peut pas auditer tous les fournisseurs selon toutes ces caractéristiques exprimées dans la norme. Néanmoins, l'audit fournisseur peut avoir un certain nombre d'avantages quand on prend le temps de s'y intéresser et de cibler un certain nombre de problématiques. Aujourd'hui, c'est un outil qui est principalement utilisé lors de la sélection de certains fournisseurs, et plus qu'un audit, on va plus parler d'un questionnaire de validation d'un fournisseur dans une optique très achat des choses, de la relation client-fournisseur. Alors que ça peut être un outil qui peut nous permettre de, encore une fois, dégager de l'amélioration. Fatma, si tu veux bien passer à la slide suivante. Si je dois faire un petit point rapidement sur l'audit fournisseur et ce qu'on pourrait dégager dans l'accompagnement, le nerf de la guerre, c'est de savoir pourquoi on va vouloir mettre en œuvre cet audit fournisseur. Dans quelle optique? Est-ce que c'est de la sélection? Est-ce que c'est aller mettre une fessée au fournisseur parce qu'il n'est pas bon? Est-ce que c'est développer le fournisseur parce qu'on va avancer ensemble? Il faut déjà être clair sur pourquoi on va auditer un fournisseur. Normalement, on n'a jamais deux questionnaires de fournisseurs qui se ressemblent pour deux fournisseurs différents parce que le but de l'audit ne doit pas être le même. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on parle d'audit fournisseur. On doit personnaliser finalement cet audit par rapport aux attentes et au but de cet audit. Slide suivant. Et les gains qu'on peut aller chercher quand on déploie de l'audit fournisseur, finalement, je dirais que c'est des choses qui sont très proches de ce que cherchent à faire certains de vos clients quand ils viennent vous voir et qu'ils vous font des audits, ces fameux audits clients qui nous prennent du temps. Le but, c'est soit, encore une fois, venir vous mettre une fessée quand vous n'avez pas été bon, ou qu'ils jugent que vous n'avez pas été bon. Ça, c'est un levier. Mais bien souvent, on est aussi dans une logique d'aider à progresser. C'est plus ou moins bien fait, vous me direz. Certains clients vous mettent peut-être la pression. Je vous dis pas d'aller mettre la pression à tous vos fournisseurs. C'est pas l'enjeu aujourd'hui, mais on a de réels gains qu'on peut avoir quand on travaille avec ces fournisseurs pour les aider à détecter des opportunités d'amélioration de fonctionnement. C'est le fameux win-win mis en avant depuis des années par certains clients. Mais rien ne vous empêche d'aller voir un fournisseur pour l'aider à optimiser son fonctionnement. S'il y voit du gain, il sera content de continuer à travailler avec vous et on peut réellement trouver des gains de productivité chez le fournisseur. Vous avez abordé le sujet de l'excellence opérationnelle, me semble-t-il, hier. L'excellence opérationnelle, on peut la travailler chez soi, et encore faut-il être efficace avant de chercher à être efficient, mais on peut aussi accompagner ses fournisseurs et sous-traitants dans ce chemin d'excellence opérationnelle pour y trouver un intérêt. Et là, l'audit fournisseur, c'est quelque chose de sacré pour le déploiement dans la supply chain de la bonne dynamique qualité. Si on veut aussi réduire finalement les réclamations qu'on peut avoir, c'est aussi emmener ces fournisseurs sur les chemins vertueux de la qualité. Plus on s'éloigne du client final, moins on est forcément dans la sacralisation de l'IATF. Vous avez certainement des fournisseurs en rang 3 peut-être, ou même plus loin, qui sont à peine ISO 9001. Je ne vous dis pas de leur dire obligation d'être ISO 9001 pour travailler avec nous, même si c'est ce que voudrait dans son esprit l'IATF. Avant toute chose, c'est l'audit fournisseur, c'est pousser les bons préceptes pour les bons modes de fonctionnement entre clients et fournisseurs. Alors peut-être que pour vous, j'ai enfoncé quelques portes ouvertes, mais de mon expérience sur le terrain, malheureusement, on manque de recul pour déployer ce genre de dynamique sur ces deux concepts. Je laisse la parole maintenant à Daphné pour vous parler d'autres thématiques qualité. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Nous allons aborder deux nouvelles thématiques et deux nouvelles démarches qui sont complètement en phase avec le thème abordé aujourd'hui, comment transformer les contraintes en opportunités. Nous allons aborder la méthode de résolution de problèmes, une exigence de l'IATF et la maîtrise statistique des procédés.
Commençons par la méthode de résolution de problème. Alors, je vous ai mis quelques éléments de l'IATF, mais bien sûr, l'idée n'est pas de vous développer l'intégralité de l'exigence. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, la résolution de problème est une des thématiques abordées dans l'IATF. On va vous parler de démarches adaptées aux différentes typologies et tailles de problèmes. On va vous parler d'isolement de produits, on va vous parler de causes, d'analyse de causes, de mise en place d'actions correctives, d'efficacité d'action. Et tout ça, finalement, on va le gérer au travers d'outils qui peuvent être de différentes natures, en particulier l'outil 8D, qui est un outil extrêmement développé dans l'industrie automobile en particulier, mais qui a tendance à se diffuser un petit peu partout dans d'autres typologies d'entreprises, l'aéronautique en particulier, mais même l'industrie en ISO 9001 commence à voir vraiment apparaître ce type d'outil. On peut passer à la slide suivante. Résoudre les problèmes complexes, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. On peut continuer. Je vais vous faire un tout petit exercice. Là, on peut aller sur le petit carré qui va après. Tac, tac, encore. Voilà. Vous êtes quelques participants aujourd'hui. Je vais vous engager à regarder ce petit croquis et me dire combien de carrés vous voyez. Je vous laisse, disons, une petite minute. Et je vois qu'Amaury fait l'exercice de son côté aussi. Vous pouvez communiquer vos résultats à Fatma. Merci Daphné. Oui, vous pouvez effectivement les communiquer à Fatma en direct ou vous pouvez également les mettre dans le chat si vous le souhaitez sur le côté, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on ne copie pas, c'est la seule règle. Alors, c'est un exercice très intéressant. Je vais éviter de vous perturber. Je vais vous débriefer tout ça après. Allez, on se dit 30 secondes supplémentaires. Alors, a-t-on des réponses, Fatma? Oui, actuellement, j'ai 2 réponses. Donc, la première de Madame Newtons Fabienne qui dit 31 et j'ai une réponse de Monsieur Ben-Gerbi Pascal qui dit 30. Vous vous rapprochez de la réponse, mais ce n'est pas ça. La réponse est 40. Alors, on ne va pas faire l'exercice ensemble, mais l'idée, c'est juste de vous faire comprendre certaines choses. Plus vous allez être structuré dans une démarche, plus vous allez avoir la chance d'arriver à la solution de votre problématique. Ici, par exemple, l'idée, c'est d'être vraiment dans une approche structurée, c'est-à-dire compter les tout petits carrés, puis les carrés de 1 par 1, puis les carrés de 2 par 2, puis les carrés de 3 par 3, puis le carré de 4 par 4. Ça vous engage et ça vous aide à vraiment solutionner votre problème. Le deuxième point important, c'est que si nos différents intervenants-là avaient travaillé ensemble, ils auraient probablement eu des vues d'esprit différentes. Certains se seraient focalisés peut-être sur les petits carrés, d'autres sur les grands carrés. Et au final, on aurait probablement eu une réponse beaucoup plus proche de la réalité en travaillant de façon collective. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que la résolution de problème, c'est exactement ça. Une résolution de problème faite par une personne, et c'est souvent le cas dans les entreprises où on a une réclamation client qui arrive, le responsable qualité va travailler sur un coin de bureau quasiment tout seul. C'est pas la meilleure des façons d'agir, puisque le collectif va nous permettre d'approcher vraiment la solution, ou en tout cas d'être vraiment dans une démarche hyper construite avec différentes vues d'esprit. Bien sûr, un opérateur n'a pas la même vision qu'un technicien méthode ou un ingé méthode ou un responsable qualité. Chacun a son angle de vue et c'est extrêmement important de travailler en collectif. La démarche structurée, elle est aussi importante et c'est le cas dans l'outil 8D en particulier, puisqu'on a une démarche en 8 étapes. Si vous passez trop vite sur une des étapes, par exemple la détermination, la description du problème, et que vous passez à côté d'éléments clés, si vous n'utilisez pas les bons outils, QQO, QCP ou le ENEPA, si vous n'utilisez pas l'Ishikawa et le 5 pourquoi pour aller à la cause racine, alors la probabilité que vous travailliez et que vous trouviez une solution approximative, elle est relativement forte. On peut passer à la slide suivante. Merci à tous ceux qui ont participé.
Donc effectivement, la situation globalement dans les entreprises, c'est que souvent, on a très peu de collaborateurs qui sont formés à la méthode de résolution de problèmes. Je parle de 8D, mais ça peut être d'autres démarches, plus simplifiées dans certains cas. Les sujets sont généralement traités exclusivement par des responsables qualité ou QHSE ou les ingénieurs qualité. Et on est sur une utilisation extrêmement ciblée sur les réclamations clients, pas forcément sur des problématiques qu'on a et qui sont récurrentes en interne. Donc, de la non-qualité interne, ça peut se traiter grâce à l'outil 8D en particulier. Souvent, on constate des approches partielles où on va effectivement réfléchir à l'Ishikawa parce que voilà, le client, dans sa trame, il nous impose de faire un Ishikawa. Mais le 5 pourquoi n'est pas forcément utilisé de la meilleure des façons et on n'arrive pas systématiquement à des causes systémiques. C'est important d'être vraiment dans la recherche de causes racines pour vraiment traiter un problème en profondeur, éviter la récurrence des problématiques. Donc attention, quand on ne traite pas les problématiques d'une façon très structurée, le risque, c'est toujours d'avoir de la récurrence. L'accompagnement à la démarche, bien sûr, ça va être de favoriser l'appropriation de la méthode par davantage de fonctions que la qualité, parce que aujourd'hui, le cœur du métier est extrêmement bien connu par des opérationnels et on voit très peu souvent des opérateurs rejoindre les équipes de résolution de problèmes. Donc ça, c'est un point important de bien penser que de travailler en multifonction sur de la résolution de problèmes peut être vraiment très productif, même si effectivement, à la base, on peut se dire que c'est consommateur de temps et que ça ne va pas forcément nous apporter des solutions pertinentes. Attention à ce point-là, je vous engage à réfléchir au fait d'engager davantage de monde dans vos dynamiques de résolution de problèmes. Positionnement des opérationnels, j'en ai parlé. L'approche systémique, donc vraiment la recherche des causes racines. Qu'est-ce qui dysfonctionne dans mon système? Comment ai-je pu générer ce problème-là? Attention, souvent on voit sensibilisation des opérateurs. Ok, sensibilisation des opérateurs. Bon, déjà, la majorité des clients, maintenant, ils ne sont pas très fans de ce genre de réponse. Il faut qu'on réfléchisse en termes de système, ce qui ne fonctionne pas, ce qui a pu générer l'erreur, ce qui a pu générer la problématique. Ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, l'outil 8D engage dans cette démarche-là à aller sur la partie système. Prochaine slide, s'il vous plaît. Les gains apportés au SMQ, bien sûr, si on traite de façon approfondie les problématiques, on va mécaniquement diminuer les réclamations clients, en particulier la récurrence des réclamations clients. On va pouvoir améliorer la performance qualité interne si toutefois l'outil est déployé au niveau des opérations et en interne dans l'entreprise avec mécaniquement une augmentation de la productivité, puisque si vous ne faites pas de retouches, de réparation de produits non conformes et donc de rebut, mécaniquement, vous allez augmenter votre productivité. On va réfléchir à une approche vraiment collaborative de la résolution de problèmes, à une responsabilisation des équipes opérationnelles qui est extrêmement importante et une approche systémique dont j'ai parlé tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main et intervenir, évidemment. Ce n'est pas le cas. Alors, on va pouvoir passer au deuxième élément. Donc, on va parler, prochaine slide, et ne lisez pas tout, c'est juste pour vous faire prendre conscience que les core tools, outils de base, sont absolument partout dans l'IATF. On en parle énormément, on en parle dans l'IATF, mais on en parle aussi dans les CSR, les exigences spécifiques clients. C'est des outils qu'on voit partout. Et pour rebondir sur ce que disait Amaury tout à l'heure, il faut savoir transformer ces contraintes en opportunités. Moi, j'ai fait le choix de développer aujourd'hui, parce qu'on a assez peu de temps, la MSP, maîtrise statistique des procédés, ou Statistical Process Control. Je vais utiliser probablement les deux acronymes par habitude. On peut passer donc à la slide suivante. L'idée, c'est vraiment, la MSP, c'est vraiment une méthode de prévention qui va consister à se baser sur une évaluation statistique des données afin de prévoir et d'agir sur le comportement du process plutôt que d'attendre d'être hors des limites de contrôle et de constater les défauts a posteriori.
Ça, c'est très important. C'est une méthode qu'il faut savoir déployer de façon intelligente. On ne peut pas déployer la MSP sur l'ensemble des caractéristiques, l'ensemble des process. Il faut être dans une réflexion, dans une priorisation pour vraiment axer la mise en place de la MSP sur les caractéristiques principales, alors dites spéciales en particulier, mais pas forcément tout d'un coup. On doit être intelligent dans son déploiement, vraiment focalisant sur ce qui a valeur ajoutée pour le produit, pour le client. On peut passer à la slide suivante. Alors, la situation qu'on rencontre fréquemment, c'est qu'on a un manque de connaissances générales sur la maîtrise statistique des procédés. La maîtrise statistique, bon, il va falloir avoir en tête qu'il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de s'assurer en permanence que la production va rester dans les spécifications. On va repérer les dérives de centrage basées sur, alors souvent on a des IMR charts, basées sur la moyenne. On va repérer des dérives de dispersion, généralement basées sur l'analyse de l'étendue. Et surtout, ce qu'on doit garder en tête, c'est qu'on va régler au juste nécessaire. On ne va pas surréagir à des dérives de production. Et c'est vrai que ce qu'on constate de façon générale, c'est que dans certaines organisations, alors je vais éviter de généraliser, dans certaines organisations, on est dans une surréaction, c'est-à-dire que dès qu'on voit que ça dérive un petit peu, pouf, on va régler pour revenir et recentrer le process. Il faut bien avoir en tête que n'importe quel process, y compris dans votre vie de tous les jours, hein, quand vous faites la route domicile-travail, alors c'est un peu compliqué en ce moment, mais domicile-travail, vous avez une variabilité normale qui est générée à cause de, je sais pas, votre état de fatigue, l'état du trafic, la météo, etc. Donc tout process a une variation naturelle. Il faut accepter cette variation naturelle et il faut accepter de réagir quand il le faut et pas trop. Donc ça, c'est important. Deuxième point, il n'y a pas toujours de véritable démarche de déploiement. D'accord? Donc vraiment, dans les étapes, on va réfléchir à choisir ces caractéristiques à piloter, à contrôler de façon pertinente. On va vérifier, avant de lancer la MSP, que les capacités machines et procédés sont suffisantes. On va construire des cartes de contrôle qui sont adaptées au process que l'on a, aux caractéristiques que l'on va suivre, à la fréquence de contrôle que l'on va avoir. On va mesurer, on va décider, on va définir des modes de réaction, hein, avec par exemple des outils type défaillance cause-remède. On va analyser les choses et puis on va définir comment réagir, à quel moment réagir. Et ça, c'est très important d'avoir cette mécanique en tête pour éviter de mettre une carte de contrôle pour mettre une carte de contrôle parce que c'est demandé par le client ou c'est demandé par l'IATF ou c'est demandé par les exigences spécifiques clients. L'idée, c'est vraiment de faire les choses parce que ça a du sens. Au-delà de la contrainte que ça a, c'est vraiment trouver la valeur ajoutée que tout ça peut avoir. Je veux juste renforcer quelques points. Je vais peut-être enfoncer aussi les portes ouvertes, c'est possible, comme dirait Amaury. Mais l'idée, c'est ne jamais généraliser l'utilisation de la SPC. D'accord, de la maîtrise statistique des procédés. Il faut vraiment spécifier sur certaines thématiques particulières, certaines caractéristiques. Ne jamais mettre de SPC quand la capacité elle n'est pas bonne. Ça ne sert à rien. D'accord. Expliquer, donner du sens à la démarche. Amaury, on a très bien parlé tout à l'heure. Hein, tout ce qu'on est en train de se dire finalement, il y a beaucoup effectivement d'exigences dans l'IATF, dans les exigences spécifiques clients. Mais pour que ça ne soit pas approprié que par les équipes qualité, l'idée, c'est que les équipes qualité, il est très important que vous donniez du sens aux différentes exigences, que vous décryptiez pour les équipes ce que veut dire telle ou telle exigence et que vous fluidifiez finalement tout ce que demande le client ou l'IATF. Ça, c'est vraiment capital. Et enfin, pour mettre la MSP en place, eh ben, il va falloir accepter de piloter en fonction des limites de contrôle qu'on aura définies, d'accord, et non des spécifications de produits. Ça, c'est pas toujours facile à intégrer et c'est un point important. Pour aller plus loin, si vous voulez un peu plus comprendre les core tools, il y a beaucoup d'outils effectivement. Alors je sais que
parmi vous, certains sont IATF, d'autres sont pour l'instant ISO 9001 et donc sont engagés et incités à aller vers l'IATF. Il y a beaucoup de core tools qui existent, puisqu'on parle de l'APQP, du PIPAP, de la MSA, de l'AMDEC produit, de l'AMDEC process. Il y a beaucoup de choses. Alors, ce webinaire ne donne pas l'occasion de tout développer, mais sachez que l'important, c'est que dans tous ces outils, il va falloir trouver un sens. L'idée, c'est vraiment de développer de façon maîtrisée les nouveaux produits pour garantir la satisfaction des clients et de pérenniser la performance produit dans le temps. On peut passer à la slide suivante. Je pense que j'ai fini pour mon tour. Si vous avez des questions sur la maîtrise statistique des procédés, n'hésitez pas à lever la main ou à intervenir. Pas de questions, Fatma? Je me permets, Daphné, moi, j'ai une question justement sur la MSP. Tout à l'heure, tu as dit tout process a une variation finalement naturelle et réagir comme il le faut, mais pas trop. Et du coup, j'ai pas compris. Le risque derrière, quel est-il si on surréagit? Si on surréagit, le risque, c'est de générer encore plus de variations, de générer plus de variations et donc de sortir justement de ces limites de contrôle, voire des spécifications et donc créer du produit non conforme, alors que voilà, parfois on a des tendances à la hausse, mais si on respecte les règles et qu'on ne réagit pas, mécaniquement ou en tout cas, on va avoir une certaine variabilité du process qui fait qu'on va revenir dans la moyenne. Donc, parfois, on a tendance à se dire « Oh là là, on est en train de dériver », mais si on n'arrive pas à un certain seuil, il n'y a pas de nécessité de réagir. J'espère que je réponds à ta question. Oui, c'est parfait, merci. Est-ce que vous avez des questions sur les deux interventions? Amaury, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Ton micro est coupé, excuse-moi. Je me préparais à conclure la session pour être dans les temps, mais s'il y a des questions, allez-y. Être dans les temps, c'est bien aussi. Je t'en prie. Allons-y. Donc oui, juste un petit mot de conclusion, mais je pense que vu le profil des participants, on a prêché des convaincus avec Daphné ce matin. Si tu peux passer à la slide suivante, Fatma, s'il te plaît. Voilà, en tout état de cause, il ne faut pas laisser son SMQ s'enliser sur des pratiques liées à des contraintes et surtout ne pas laisser se développer cette perception de la contrainte dans les processus métiers. Le nerf de la guerre, encore une fois, si on veut que le système puisse fonctionner de manière opérationnelle, c'est la transversalisation. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie de transversaliser cette problématique-là, mais après, ce sera un réel gain de temps et de fonctionnement de votre système. Et je dirais même que c'est une des priorités à avoir. Plus ma structure est petite, plus mes moyens sont réduits. J'ai pas une armée de Mexicains dans mon département qualité parce que je suis une TPE, PME. Et dès le point de départ, dès l'amorçage de mon système qualité, je dois penser cette notion de transversalisation. Parce qu'il arrivera un moment, si on laisse peser la qualité que sur les qualiticiens, on n'aura plus assez de bras pour mettre le pansement sur la jambe de bois au moment d'aller chercher le bout de papier. Donc c'est vraiment cette logique-là qu'il faut avoir à l'esprit, avoir une réflexion stratégique sur l'utilisation et l'optimisation de mon système qualité. Prendre du recul pour, au bout d'un moment, choisir telle ou telle piste, tel outil pour se dire, tiens, ça pourrait nous apporter quelque chose, de mieux se former, de mieux communiquer autour de cette problématique pour gagner en autonomie dans chacun des processus sur la problématique en question. Et à la fin, gagner en efficacité. Parce que aller chercher un bout de papier pour un bout de papier avec des gens qui vont faire la bonne procédure, le bon enregistrement, entre guillemets, la veille pour le lendemain parce qu'on est dans l'urgence, on n'est pas efficace. Et une entreprise qui n'est pas efficace, elle ne pourra pas aller aborder le sujet qui était abordé par Philippe hier, qui était l'efficacité et l'excellence opérationnelle. On deviendra efficient que quand on a été efficace. L'efficience, c'est avoir la même efficacité à moindre coût. La problématique qu'on voit aujourd'hui par rapport à la fuite en avant des entreprises, parce que vous êtes tous sous pression, vous êtes tous débordés, et j'en conviens, j'y suis passé avant d'avoir le bon rôle du consultant qui dit « y'a qu'à faucon ». La problématique, c'est que si on ne prend pas suffisamment de recul, on n'est plus efficace. Alors on peut aller gratter de l'efficience, mais on va se planter parce que les bases ne seront pas solides. Donc, il est nécessaire d'avoir vraiment une réflexion stratégique
sur ce qu'il est bon de chercher à optimiser dans les concepts qualité. Vous ne ferez pas feu de tout bois. Peut-être que certains seraient intéressés par l'une des 4 thématiques qu'on a abordées ce matin. Peut-être qu'il y a autre chose à aller chercher, déjà une bonne refonte de sa cartographie des processus, se dire est-ce que mes processus sont cohérents avec mes modes de fonctionnement, est-ce que les interactions sont explicites. C'est la base des systèmes qualité, mais parfois peu de clarté dans le domaine font que le système ne vit pas suffisamment bien. Donc voilà, encore une fois, je vais rabâcher mon petit gimmick dont j'ai l'habitude en qualité, mais donner du sens, ça va vous permettre d'atteindre l'efficacité au niveau des systèmes de management. Je voudrais juste rajouter un point. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut savoir ralentir pour mieux accélérer. Et c'est vrai, hein, comme le disait Amaury, moi aussi j'étais à votre place avant. On est parfois soumis à beaucoup de pression. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, mais parfois savoir un peu prendre du recul, ralentir, traiter en profondeur les problèmes, ça évite la récurrence bien sûr des problèmes et d'être toujours le pompier de service. Voilà. Donc voilà, il faut savoir parfois transformer les pépins en pépites et savoir ralentir pour mieux accélérer. C'est vraiment les 2 phrases que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Voilà, et en tout cas, je pense qu'avec Amaury, on a partagé quelques points importants sur quelques outils. Je vous relaisse la main. C'était très clair et très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux pour le temps que vous nous avez consacré ce matin. Fatma, est-ce que tu peux passer, voilà, merci, aux slides suivantes. Donc, ce qu'on vous propose, du coup, c'est un calendrier de formation, des formations qui vont être mises en place sur les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. On a l'habitude de le faire, c'est des formations soit en inter, soit en intra, qui permettent, des formations actions qui permettent de progresser sur la thématique. Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses dessus, Daphné, Amaury? Juste un petit point, là, c'est des exemples de ce qu'on est en capacité de développer. Mais pour faire tourner le réseau précieux qu'est l'ARIA, il fonctionne que sur vos doléances et sur vos besoins. Daphné, autant que moi, on est capable de réadapter, de faire des formations à la carte sur nos domaines, hein, ici le management de la qualité. Et la pépite qu'est l'ARIA aujourd'hui, c'est cette zone d'échange pour identifier des sujets prioritaires. Donc, je pense pas que Pierre-Marie me contredise quand il dit que pour qu'on tourne au niveau de l'ARIA et qu'on ait des prestations conséquentes, il faut que vous soyez acteur et que vous remontiez des sujets, notamment auprès de Pierre-Marie ou que ce soit Valérie sur le versant sud de la région. C'est tellement bien dit, Amaury. Effectivement, c'est mieux quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui le dit. Merci à toi. Et j'ajoute également, alors ça c'est la petite cerise sur le gâteau, mais ça concerne plus vos chefs d'entreprise ou les financiers de votre entreprise. L'ARIA finance une partie de ces formations. Voilà, donc grâce au programme Arinov, on en finance une partie et ça vous permet de réduire la facture à la fin. Vous avez cette réelle précieuse aide en Hauts-de-France qui n'est pas le cas sur le reste du territoire pour intervenir sur l'ensemble du territoire. Donc ils sont performants pour aller vous chercher des subventions. N'hésitez pas à les solliciter. D'où le petit drapeau européen en bas à droite de votre écran. C'est pour ça. Merci à vous deux. Sur la slide suivante, je pense qu'on peut voir vos contacts. Voilà, si vous avez encore des questions, c'est le moment ou jamais. Il nous reste 2 minutes avant de conclure. Et puis, sinon, nous, on est à votre disposition. Donc, comme le disait Amaury, Valérie Plantard sur la Picardie, moi sur le territoire ex-Nord Pas-de-Calais, donc le Nord et le Pas-de-Calais, et puis toute une équipe à votre service. Je crois que c'est sur la slide suivante, Fatma. Merci. Fatma, donc, merci à toi pour cette organisation. Merci aussi à Christophe et merci à Élise également, qui sont d'une équipe qu'on ne voit pas en frontal, mais qui fait un gros boulot derrière à l'arrière, et merci à eux. On vous souhaite une bonne journée. J'ajouterai juste, Christophe, excusez-moi, vous ne me voyez pas, mais je suis là. Vous aurez le récapitulatif donc des formations organisées par Daphné et Amaury dans la journée par mail. Et nous mettrons également le replay de ce webinaire sur notre page YouTube. Vous aurez toutes les informations par mail aujourd'hui. Voilà pour moi. Merci Christophe. Merci à tous pour votre attention. Merci Laria. Merci à tous. Belle fin de journée. Au revoir, belle fin de journée. Au revoir.